Bonsoir. Donc, ce soir, c'est le genre, une question civique. Et nous avons le plaisir d'avoir Anne Labreuil. J'ai bien prononcé, je suis contente. Carole Gaillet-Viau, Andrea Borsari, excusez-moi. Et bien sûr, Antonella Tufano qui nous propose ce magnifique programme. Je remercie le public d'être ici et tous les amis et tous les followers de Facebook. On est très heureux de vous avoir aussi, même si vous êtes en virtuel. Et donc, c'est l'avant-dernière session pour l'année, enfin pour ce semestre 24. Le prochain sera en avril. Alors, comme d'habitude, je ne vais pas monopoliser la parole, mais juste contextualiser pourquoi. Remettre un tout petit peu le fil. Notre troisième année, on l'a dit, c'est celle finalement où on va prendre des notions au lieu de simplement être dans les exemples et puis ce qu'on... comment dire, des choses qui font vraiment sens par rapport au genre, la femme, comme on l'a fait la première année, la deuxième année. Là, on va tenter de prendre des notions et voir comment, par un éclairage qui peut être transversal, on arrive à construire quelque chose qui serait de l'ordre des conditions qui permettent d'avoir vraiment une ville construite par les genre pour les genres, parce que voilà, on est parti de loin. Hein. Pour ceux qui se rappellent, il y a 3 ans, même sur la question, est-ce normal que la plupart des maîtres d'ouvrage urbains est un homme? Et la question est encore actuelle, mais voilà. Donc, pour la séance de ce soir, on questionne, alors je le dis parce qu'à la base c'était Civic City. Et d'ailleurs, on donnera la parole en première à Vera Bor, qui est donc sociologue et anthropologue urbaine de formation, mais qui travaille sur un programme qui peut être effectivement une forme de, moi je dis, urban design. Puisque dans l'urban design, il y a aussi des éléments théoriques. Voilà. Donc, effectivement, l'idée est, à travers cette question de civique, après, de questionner le terme. Pourquoi ce terme, juste pour me justifier, pourquoi ce terme a fait sens? C'est parce que j'ai eu beaucoup de mal à envisager la traduction française. Parce qu'effectivement, beaucoup de personnes se limitent simplement à dire civique social. Or, ce n'est pas exactement ça. Dans beaucoup de traductions, mais justement, on va le voir quelque part au fur et à mesure, c'est citoyenne, mais est-ce vraiment la bonne traduction? Et du coup, à partir de là, c'est brodé toute une série de questions qui nous ont amenés à questionner d'autres, voilà, adresser la question à d'autres personnes. Donc, effectivement, Anne Labreuil, donc Vera Bor, Anne Labreuil, comme ça je vous donne aussi l'ordre de passage, parce que cette question pouvait avoir du sens par rapport à une pratique architecturale. Donc on est vraiment dans une forme de... On parlait hier et ce matin d'agentivité, vraiment qui contribue quelque part à cette construction collective de la ville, de cette ville. En effet, je ne sais pas si civique est le terme, mais justement on est là pour en parler. Ensuite, Carole Gaillet-Viau, qui a alors elle plusieurs travaux sur la civilité. Voilà, donc c'est encore une autre nuance par rapport à cette question. Et effectivement, puisqu'on est dans le champ, on va dire, de l'éthique, je souhaitais en discuter avec un collègue, donc philosophe, comme ça on a aussi un peu de variété par rapport vraiment justement de là où on parle, d'où on parle. Et donc Andrea Borsari, qui peut-être ouvrira, et même, je pose là la question, mais ça sera abordé ou pas, c'est finalement, est-ce qu'il est possible de faire cohabiter cette notion si éthique de civique avec une approche esthétique? Et voilà, et donc comme d'habitude, je le dis, même si les règles du jeu commencent un peu à être toujours les mêmes, on écoute les intervenants. Je suis absolument rigoureuse dans les temps de parole, c'est-à-dire que vraiment... Ah, je coupe. Vraiment, un maximum, normalement c'est un quart d'heure, 20 minutes, mais vraiment à 20 minutes je coupe, surtout que vous êtes 4 ce soir. Hein. Comme ça, on a un temps
très riche d'écoute, hein, concentrée, et puis la parole est à vous. Voilà, donc merci d'être là. Merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu, puisque c'est un peu en porte-à-faux, hein, parce qu'on sait que ce n'est pas quelque chose de stabilisé. Et on va commencer, donc Vera. Oui, merci beaucoup pour cette invitation et j'ai suivi un peu la dernière conférence et je suis très contente que le mot intersectionnalité est prise au centre d'une réflexion parce que c'est un mot, on a toujours peur parce qu'il semble être complexe, mais ce n'est pas du tout complexe parce que ça veut juste dire on fait un lien entre des sections. Donc, il ne faut pas avoir peur des mots qui font du lien. Et ça vient aussi de cette logique de se confronter à la complexité de la ville et de nos vies et l'interrelation de nos vies et les écosystèmes que nous créons tous ensemble. Et là, je rentre tout de suite dans la thématique parce que le mot civique, on a vachement cherché nous-mêmes comment on peut le tituler. En plus, parce que le premier moment où on a cherché ce mot, c'était quand on a eu un institut de recherche du design à Zurich, Design to Context, et ce qui est dans la partie allemande de la Suisse. Et civique, traduit en allemand, c'est civil, qui est plutôt lié à la logique militaire, etc., etc. Voilà, donc ça, ce n'était pas du tout notre intérêt. Et on a utilisé ce mot civique dans cette tradition de la Première République française qui a établi cette logique d'un contrat entre les citoyens et l'État. L'État ne pensait pas comme un territoire, mais comme basé sur une constitution sur laquelle on adhère. Et ça, c'était une vraie révolution. Malheureusement, on a fait plusieurs réformes jusqu'où on est arrivé aujourd'hui et beaucoup des idées s'effondrent avec la logique nationale, etc. Donc, civique, pour moi, c'est exactement ce contrat. Et avec un contrat, il y a des droits et des obligations mutuelles. Et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel nous aimerons travailler en sachant que, précisément pour nous, l'État devrait être mondial. Donc, de ne pas penser cet État comme quelque chose qui n'a pas la nécessité d'être en transformation, en questionnement permanent et qui doit chaque jour se défendre positivement en face des besoins actuels et contextuels. Et ça, c'est une petite introduction pourquoi nous avons finalement choisi ce mot. Et même si pendant le temps, on a trouvé, il y a eu des moments où c'était important de dire contexte, c'est important civique, c'était important aller vers la question de complexité systémique. Le civique, pour nous, reste et revient même plus important aujourd'hui, précisément à cause de tous ces développements de renforcement des logiques nationales, des logiques de concurrence, les logiques de privilèges, de peu les injustices sociales mondiales. Donc, je pense... voilà, on revient sur ces termes dans la logique, précisément, il est à critiquer et questionner. Et avec ça, je viens à la thème de cette série de conférences, la ville au prisme des genres, parce que la ville est, pour moi, précisément, cette logique d'un système qui est un système ouvert et intégratif et pas exclusif. Donc, il est inclusif dans ce sens-là. On peut y être, on peut y habiter,
et on fait part de la co-construction de l'entité. Et il y a des villes qui ont fait cet engagement de même développer un passeport qui correspond à une carte d'identité de la ville qui donne des droits de participation au vote municipal, par exemple, d'accès aux bibliothèques, aux infrastructures publiques, etc. Donc ça, pour moi, vient exactement sur le deuxième terme de notre association, pourquoi on se dit on travaille sur City, sur la ville, comme avec cette logique d'un système qui pense plutôt l'intégration et la co-construction permanente que l'exclusivité. Important à dire que la ville, dans cette logique-là, n'est pas définie comme échelle. Ça peut être aussi une toute petite entité qui vit une logique intégrative de cet ordre-là, et ça peut être tout à fait à la campagne. Et je pense que c'est plutôt l'esprit de la ville qui importe que la taille ou la mesure. Et on a plusieurs exemples des lieux qui fonctionnent comme ça et qui vivent l'ouverture. Et je pense même les grands centres et les métropoles ont le grand intérêt de créer plus de liens que des hiérarchies entre ces lieux de potentielle ressourcerie et leur fonctionnement. Parfois, malheureusement, et ce pays est assez marqué par cet centralisme. Pour dire, je ne sais pas si j'ai le temps, mais je critique tous les pays qui ont cette logique d'égoïsme. Donc, ce n'est pas que la France, mais comme on est là, je vais aussi parler de la situation ici. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons politiques pourquoi ça s'est construit, mais c'est vraiment dans la logique d'une cartographie des ressources, de penser plus les potentiels des structures et le lien entre ces structures au lieu de se concurrencer. Je me planche un peu plus dans l'échelle de la ville concrète, et là on est sur cette thématique du genre, et c'est les femmes dans une mesure, mais comme c'était dans l'intersectionnalité thématisée, je dirais c'est tous les acteurs dans des moments de force et des moments de fragilité qui ont des causes différentes. Et avec ça, pour moi, le genre est un terme de lutte, parce qu'il est nécessaire de temporairement lutter, définir, essentialiser les choses pour lutter pour des droits. Mais il ne faut pas les essentialiser au sens qu'on reste après la lutte sur les privilèges ou sur l'exclusivité. Et c'est parfois très dommage, parce que parfois les luttes se séparent parce qu'ils créent des entités et défendent leurs droits, et on ne lutte pas, et ça c'est l'intersectionnalité, la lutte intersectionnelle, c'est la logique de se allier. Et je pense que c'est essentiel d'aller beaucoup plus dans ce sens-là, aussi parce que les contre-forces sont tellement dans le pouvoir qu'il faut se allier. Donc, moi, je vais parler, quand je parle là, comme sur l'exemple des femmes ou des personnes, moi, je commence où je pense qu'il y a 3 niveaux sur lesquels j'aimerais bien un peu plancher dedans. Je m'excuse aussi pour mon accent, mais vous m'aidez. Voilà. Mais le vôtre est plus élégant que le mien, mais on va y arriver. Hein. S'il y a des malentendus, vous pouvez m'interrompre si vous y arrivez.
Donc, il y a 3 niveaux sur lesquels j'aimerais bien parler. Donc, le premier, c'est la perception, l'appropriation de l'espace. Et sur 3 niveaux, individuel, collectif et la question contextuelle. Le deuxième niveau, c'est tout ce qui est planification, construction de l'espace et l'interstice et l'utilisation. Donc, ça joue sur l'architecture, design, etc. Et là-dedans aussi, sur comment on a conçu les villes et le vivre ensemble et les lieux. Et après, qu'est-ce que sont peut-être des approches alternatives qui sont en place. Et le troisième élément, c'est le champ de lutte, donc l'espace comme champ de lutte. Et ça, c'est le genre, mais voilà, j'ai un peu mal avec cette catégorie. J'ai dit les femmes, mais aussi tous ceux, et je veux aussi pas dire les minorités, mais voilà, ceux qui sont dans la lutte ou la fragilisation. Donc, voilà, il vient déjà. Je pense ce qu'il est important, et c'était un peu aussi touché déjà, mais c'est jamais, ça fait toujours sens de répéter, comment on perçoit l'espace public dépend fortement à la question de la situation individuelle de la personne. Donc, l'espace n'est pas neutre comme ça, comme la personne n'est pas neutre. Souvent, on le conçoit comme ça et on est étonné pourquoi des choses bien pensées, avec bonne volonté, ne marchent pas et ne fonctionnent pas, parce qu'on ne conçoit pas un être humain avec une histoire, avec une situation actuelle, et ça, c'est très important. Et là, je fais un petit excours sur nos projets d'orientation, de signalisation, parce que là, c'est par exemple une grande question, comment on arrive à s'orienter dans des situations différentes. Et là, nous avons par exemple commencé à dire on ne va plus orienter ou donner accès et l'intelligibilité de l'espace à travers de dire ça c'est pour les handicapés, ça c'est pour les femmes avec poussette, et ça c'est pour... mais plutôt de dire qu'est-ce que je suis capable à faire aujourd'hui. Et ça donne complètement... Donc on se retrouve avec une femme seule qui a donné une conférence, qui est fatiguée, qui n'a pas dormi, mais on se trouve avec le père qui a pas de travail et qui avec la poussette et qui donc on a une autre population qui se retrouve à travers une condition actuelle et qui a besoin aussi une création d'une atmosphère dans laquelle cette personne et cet être humain est dans la capacité de se réorienter soi-même. Donc, qui veut dire tout le travail important est de redonner l'autonomie, même si on a tous ces instruments, etc., qui nous... Non, mais de redonner la capacité, et c'est pour moi la cause civique transversale, mais qui joue sur l'espace, mais qui joue sur la société aussi, de redonner les instruments aux citoyens de s'orienter soi-même. Et précisément, ça, l'appropriation de l'espace dépend très de cette condition individuelle. Si on parle du genre, on parle aussi des questions, par exemple, si on se plonge dans la question de femmes dans la ville, on a toute cette déclination de peur, d'agressivité, etc. Mais ça dépend forcément aussi de sa socialisation, comment on connaît les codes des endroits où on est actif. Est-ce qu'on est compatible? Parce que parfois, dans les discours, on dit si on est racisé,
on a toujours les problèmes de peur et d'orientation, mais il y a aussi des endroits où précisément ces personnes ont le code et d'autres personnes sont désorientées ou en fragilité. C'est un autre type de fragilité, ça c'est clair. Et je pense que c'est important à réfléchir qu'est-ce qu'on a besoin l'un et l'autre pour il peut vivre dans l'espace et il peut approprier cet espace. Ça, c'est la dimension contextuelle. L'espace est aussi dans le niveau collectif, pas neutre, parce qu'il y a aussi un mémoire d'espace. Il y a parfois des événements traumatiques et il y a aussi des événements positifs. Et la lecture de l'espace est complètement autre à travers ces expériences collectives ou ces imaginaires collectifs. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous, par exemple, travaillons beaucoup quand on travaille dans des parkings, des lieux de traverse non illuminés, des arrière-cours, etc. C'est une fois c'est clair, éclairage, etc. aide, mais aussi la lecture de l'espace, l'atmosphère de l'espace. Et parfois, ça, avec quelques éléments d'acupuncture urbaine, on peut très vite changer l'apparition et l'atmosphère de lieu. Et un lieu moche peut en même temps avoir un rôle ultra important et ce n'est pas toujours la propriété qui fait la lecture du lieu. Mais ça dépend, par exemple, de faire vraiment une réflexion des usagers des lieux et pas forcément des propriétés des lieux ou des évaluateurs des lieux, etc. Et ça mène à un bouquin qui circule, c'est la ville comme partition ouverte. C'est la logique de voir la ville comme une partition que chaque jour on est en train de créer et recréer avec les instruments possibles et avec tous les éléments que ce lieu nous donne. Et ça me mène, je pourrais aller beaucoup plus loin là-dedans et c'est important précisément sur l'injustice des lieux, etc. Et je vais peut-être dans la dernière partie du champ de lutte revenir sur ça. Et je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai encore combien? Voilà. Je vais. Donc, il y a le deuxième élément précisément, c'est que tous ces lieux sont créés et informatés et créés avec la manière comme la ville est conçue. Il crée aussi un protocole d'appropriation. Et là-dedans, il y a des histoires de lutte pour une autre manière de concevoir la ville. Et il y a 30 ans, il y a eu une exposition qui était il y a une à Vienne et des initiatives à Berlin sur à qui appartient la ville, voilà, vous connaissez, je pense, et aussi la co-créatrice de cette exposition qui a mené un des premiers bureaux à Vienne, oui, voilà le bureau des femmes, en amenant des catégories qui pensaient l'appropriation de la ville liée avec les rôles des femmes dans la société contemporaine. Ça veut dire que ça peut aussi changer, et ça peut être aussi parfois changé, et peut-être le rôle des femmes est encore un peu plus diversifié, mais dans les statistiques, on sait encore que c'est dans le pourcentage, c'est quand même la plupart des femmes, à part aussi de travailler, ils ont aussi le rôle de taking care, pour les prendre soin, voilà, des enfants, des membres de la famille, etc.
qui font les courses, etc. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas aussi les hommes qui le font, mais ça nécessite par exemple des chemins de court-circuit, par exemple, de dire sur un chemin, j'ai 5 choses à réussir à faire. Donc, l'espace d'une ville doit prendre compte de ces usages avec une certaine longueur des trottoirs, avec des lieux avec, par exemple, à Vienne, qui a cette chance qu'il y a qu'une grande part des appartements appartient à la ville, des habitats sont des habitats sociaux, et ça veut dire qu'on peut garantir une certaine qualité sur l'habitat, mais là, toutes ces réflexions sur comment cet espace correspond à la réalité de la vie des usagers, dont aussi des usagers, des femmes, des handicapés, des personnes âgées, est beaucoup plus pensé, et ça va jusqu'aux fenêtres qui donnent vers le cours pour voir les enfants jouer, etc. Donc, pour l'instant, et ça je pense que c'était les dernières conférences ont clairement montré que la plupart des architectes qui ont la main sur nos villes, heureusement Paris et Barcelone par exemple sont un peu des exemples positifs avec des maires féminines, ont essayé au minimum de beaucoup plus intégrer d'autres catégories dans la conception de la ville que d'un homme blanche qui conduit la voiture. Mais je ne veux pas retomber sur ça, mais plutôt voir la potentialité d'avoir d'autres lectures de la ville qui nous mènent et d'inviter à l'expérimentation. Et je pense que la plus grande force de notre maire de cette ville était qu'elle a utilisé un moment de crise, le Covid, pour tout de suite agir, réagir et transformer la ville. Elle n'a pas arrêté et rien fait, elle a au contraire poussé vers avant la transformation, la réaction, le prototypage, etc. Et ça sont pour moi des approches alternatives de co-concevoir la ville, de faire des concertations, mais des concertations qui aussi aident, parce que ça, souvent, ceux qui étaient dans un rôle défavorisé, ça prend du temps de se retrouver aussi dans ce que nous appelle souvent une école de désir, d'apprendre à formuler les désirs qui sont les propres. Et pour ça, parfois, on a besoin aussi de revenir sur l'histoire, avoir le savoir. Et ça, tout ça, je pense, c'est une chose qui est très importante. On n'a pas parlé de toutes ces questions de migration, de toutes ces questions d'internationalité, de multilingualité, de multisavoir. Mais je reviens sur ce que j'ai dit au début, c'est qu'il est très important, c'est déjà de faire une cartographie des forces existantes sur place. Les cohésions sociales, par exemple, parfois on a des infrastructures pauvres, mais on a, et ça veut dire dans des banlieues, par exemple, l'infrastructure centrale, des ascenseurs, tout ce qui précisément aide à faire l'aide et entre-aide et en malfonction, mais un urbanisme qui pense les forces douces et les ressources douces, qui peut devenir des ressources beaucoup plus stables que les ressources construites. Mais il faut, toutes ces activités entre elles ont très bien montré que ces forces ont une stabilité dans des moments de crise, par exemple, mais il faut les rémunérer. Autant qu'on rémunère des constructions, des architectures dures, il faut rémunérer la construction des architectures douces et sociales.
ça veut dire des liens sociaux qui devient aussi une architecture. Parce que c'est une maison dans laquelle on s'abrite socialement et l'entraide va être encore une chose clé. Et je termine avec les luttes. J'ai une phrase ? Une phrase. Donc, là, je reviens les genres, mais là, je viens sur les femmes, les sœurs, qui sont des acteurs de lutte dans l'espace public et qui ont changé parfois le parcours de vie et de pensée. Et là, je nomine juste le comité Vérité Adama, par exemple, qui travaille sur... voilà, mais vous connaissez ces luttes, les madres de la Plaza de Mayo en Argentine. Donc, ces luttes, les femmes dans la ville, dans l'espace public, sont aussi des acteurs d'autres lectures d'une société. Et c'est parce que entre une femme qui a peur dans l'espace et un acteur de lutte, pour moi, ça c'est très important qu'on voit dans la même chose la nécessité, et ça c'est le contrat social, entre la protection, donner des droits, comprendre les besoins et en même temps voir la force et la ressource qui est dans ces acteurs dans l'espace public. Merci beaucoup. Et je ne fais même pas de transition parce que je pense qu'elle est toute faite. Voilà. Merci beaucoup pour tout ce que vous venez de dire, parce que je vais essayer d'illustrer tout ça de manière concrète. Mon PowerPoint, il est là. Voilà. Vous l'avez en affichage, ça vous va? Comme ça. Donc, la ville au prisme du genre, we work in progress, parce qu'on essaye d'y travailler, mais voilà, c'est un gros chantier, un gros chantier. Ouais, super. Hop, voilà, et voilà. Et le temps que je m'approprie ça. Petite présentation, c'est pas pour faire la maline, mais c'est pour vous dire qu'en fait, c'est le fait de faire plein de choses aussi différentes, d'être enseignante, d'être praticienne, d'être très engagée, puisque j'ai cofondé une association pour l'égalité professionnelle dans le monde de l'architecture, et il y a vraiment du boulot. Que en fait, ces questions-là sont venues à moi, et que ces questions-là aussi, je peux les défendre plus facilement, je pense, parce qu'il y a cette diversité de regards et d'actions. Donc voilà, je ne suis pas née femme architecte et encore moins architecte féministe. J'y travaille de plus en plus. Voilà, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est comment je suis passée de là, qui a été mon référent, à ça. Voilà, je salue le travail de Maë. Je ne sais pas s'il est passé par ici. Voilà, super. Sur ce modulor queer. Donc, en petite introduction, je voulais vous montrer qu'effectivement, donc, je suis praticienne et en fait, ce regard-là me permet de faire plein de choses. Et c'est aussi cette petite lumière que je voulais donner à ces jeunes architectes ou étudiants, vous dire qu'en fait, quand on s'intéresse à un sujet, on peut le traiter de plein de manières différentes. Donc, je construis de l'espace, j'accompagne des collectivités. J'enseigne aussi ça, et tout ça là, voilà, fait résonance. Mais par contre, la seule chose qui me lie, qui tient tout ça, c'est vraiment comment l'architecture et l'urbanisme peut être un vecteur d'égalité. Voilà, donc ça, la méthode intégrée, je ne vais pas vous faire là-dessus. Je vais vous passer directement à travers différents exemples. La petite ceinture de Paris, qui a été commencée en 2017, a été vraiment, en fait, un peu par hasard, une opportunité. C'est-à-dire qu'il y avait cet appel d'offres pour la petite ceinture qui, en même temps, il y avait un appel d'offres pour la ville de Paris pour les 7 places. Et pour les 7 places, il y avait une petite mention qui demandait des spécialistes du genre en urbanisme et en architecture. Bon, moi, je répondais à cet appel d'offres avec mes copains du Rue du Frigo et je dis, mais c'est quoi des spécialistes du genre en architecture? Mais où sont ces personnes, ces grandes spécialistes du genre? Qu'est-ce que c'est? Moi, je travaille pour tout le monde. Donc voilà, je dois dire que vraiment, j'ai progressé depuis, parce que cette première question, quand elle est arrivée en 2017, je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire.
Donc là, rencontre avec des chercheurs, des lectures, et je me suis dit, ah, effectivement, il y a peut-être des choses à faire. C'est quand même un sujet qui pourrait être intéressant. Et donc, cette petite phrase-là, malheureusement, n'était pas dans l'appel d'offres de la petite ceinture. C'était le même appel d'offres par ailleurs, mais il y avait ça qui avait sauté. En fait, c'est pas que ça avait sauté, c'est que dans l'autre, il y avait quelqu'un qui avait réussi à le glisser. Mais bon, je me suis dit, on a eu le projet de la petite ceinture, pas des 7 places, mais ça va être l'opportunité, si vous voulez bien, à la mairie de Paris, qu'on travaille sur ce territoire aussi, sur cette donnée-là. Donc, petite ceinture, vous connaissez toutes. Hein, voilà, je ne vous la présente pas. Voilà, il faut juste que... Donc, je fais... Hein, ouais, petite... Ouais, voilà. Le plan, il est là. Donc, c'est une ancienne friche ferroviaire, à peu près une 30aine de kilomètres. La mairie de Paris qui venait de recevoir une concession d'occupation temporaire d'usage de 30 ans veut aménager cette petite ceinture. Donc elle n'avait pas les moyens de développer l'ensemble de la petite ceinture. C'est aussi un enjeu de biodiversité extraordinaire. C'est un lieu de dingue, donc l'idée c'était pas de la transformer non plus en highline, mais vraiment de travailler un peu sur des perles et de voir ce qui se passe. Donc le truc, voilà, c'est ça. Non. Voilà, je crois que c'est là. C'est pas intuitif, c'est pour ça que je... Voilà. Donc ça ressemble à ça, ça ressemble toujours un petit peu à ça. Voilà, au bout de 3 ans. Donc, apprentie sorcière, le guide référentiel de la ville de Paris sort, mes lectures, qu'est-ce que je vais faire? Bon, comme j'avais pas de mission là-dessus, je me suis fait un peu plaisir, j'expérimente. Je trouve qu'en tant que féministe, c'est chouette de faire l'apprentie sorcière. Donc, qu'est-ce que je fais? Dans un premier temps, j'essaye d'objectiver. C'est-à-dire, pour la première fois, au lieu de regarder les usages un peu de manière indifférenciée, je vais vraiment regarder s'il y a des différences d'usage entre les hommes et les femmes sur ce secteur. Et boum, il y en a. Il y en avait. Effectivement, la petite ceinture, les hommes passaient sans aucun problème. C'était un lieu qui était interdit au public à l'époque, quand on a commencé. Les femmes étaient beaucoup plus rares et les femmes étaient toujours à des positions très spécifiques. Et je leur posais la question naïvement, mais pourquoi vous êtes là et pas ailleurs? Mais parce qu'elles le disaient, ici je me sens bien, et c'est vrai que c'était toujours des espaces un peu en hauteur, avec une vue panoramique. Ici, je sens que si j'ai un problème, je peux partir, je suis vue. Et donc là, il y avait vraiment la notion de voir et d'être vue qui se démontrait. Voilà, donc j'ai essayé de faire le lien aussi entre le taux de mixité et puis les lieux où elles étaient et comment l'espace était figuré pour qu'elles puissent se sentir suffisamment bien et y rester. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a travaillé beaucoup, donc c'est avec le bruit du frigo, et Wagon Landscaping qu'on a fait ce projet-là. On s'est occupé de la partie Est. On a aussi travaillé sur la représentation, c'est-à-dire comment on va faire un diagnostic sensible qui va pouvoir être vu, compris de tous et de toutes de manière un peu ludique. Et qu'est-ce qu'on remarquait dans ce diagnostic en fait, et dans ces occupations? Je vous l'ai dit, donc comme j'ai que 20 minutes, je ne vais pas me... rentrer dans le détail. Deuxième élément, c'était aussi l'enjeu, c'est aussi les méthodes du bruit du frigo. On va faire un projet participatif, donc on va vraiment regarder, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'est-ce qui pourrait être au plus proche des besoins des habitants. Et puis là, on a regardé, on ne faisait pas tellement attention à ça, mais spécifiquement le public féminin. On n'a pas évacué le reste, mais on les a particulièrement écoutés. C'est-à-dire qu'on a fait cette attention-là parce que jusqu'à présent, avec Bruit du Frigo, on écoutait évidemment ceux qui étaient là, il y avait plein de dispositifs, mais je trouve qu'il n'y avait pas il n'y avait pas encore cette sensibilité-là. Donc on est allé les chercher parce qu'elles ne vont pas forcément venir de manière spécifique. La chance de ce projet-là, la petite ceinture, c'est un espace vraiment de proximité. Donc quand même, quand on faisait des ateliers de concertation, il y avait une majorité de femmes, ce qui était assez amusant parce que quand on ne faisait pas ces ateliers, donc quand elles n'étaient pas invitées à venir sur la petite ceinture, il y avait une minorité de femmes. Et c'était vraiment ça que je commençais à observer. On a fait des marches exploratoires situées. Donc là, j'ai fait l'apprentie sorcière. Je me suis dit, on va faire une marche de femmes, on va faire une marche d'enfants, on va faire une marche d'ados. Ils ne sont jamais venus, les ados, c'est très compliqué. On va faire une marche avec des personnes âgées. Et puis, voilà, on va les questionner, dire, voilà, en tant que personne, en tant qu'enfant, en tant que femme, en tant que personne âgée, quels sont vos besoins sur cette petite ceinture-là? Donc c'était un peu complexe, et surtout pour les femmes. On n'a fait qu'une marche avec chaque public, et je pense que c'est des choses qui méritent d'être un peu
plus faite parce que, en fait, quand on se questionne, et c'est une question très difficile, qu'est-ce qu'en tant que femme, j'aimerais pour l'espace public? Donc, en fait, elles n'ont jamais répondu à cette question-là. Elles ont dit en tant que mère, en tant qu'accompagnatrice, mais pour elles-mêmes, c'était une question extrêmement difficile. Ensuite, on a fait voilà, des petites propositions. On avait un budget très très serré. Bon, puis il y avait des enjeux de biodiversité. Donc, c'est vraiment, vraiment de la mini-acupuncture urbaine hein, sur ce site, en toute modestie. On a co-construit des petites crocrottes. Mais voilà. Et on a fait une marche de restitution. C'est-à-dire la bonne nouvelle quand même pour l'humanité, c'est que tous ces publics-là avaient à peu près le même sentiment et ressenti sur cet espace-là. Donc, on n'a pas vu de grandes choses... très différentes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Qu'est-ce qu'on a proposé? Du mobilier hybride, des cheminements, qu'est-ce qu'on a fait? Ponctuer justement avec tous ces espaces-là en co-visibilité, c'est-à-dire on avait très très peu de budget. Donc, on avait très très peu d'endroits où on pouvait intervenir. Donc, on a vraiment essayé d'intervenir aux endroits où on avait cette co-visibilité-là. Et puis, il y a des choses qu'on n'a pas réussi à mettre. Évidemment, ces publics-là ont demandé des sanitaires, c'est un espace public. Évidemment, ils ont demandé de l'éclairage, et c'est normal, parce que la nuit, on a un peu les chocottes sur la petite ceinture. C'est un espace qui est très déconnecté de la ville, et c'est ce qui fait sa force, mais c'est ce qui fait aussi sa faiblesse, parce que pour pouvoir se sentir en sécurité, il faut pouvoir aussi partir, ou savoir qu'on peut partir. Et puis voilà, pour des raisons budgétaires, on n'a pas fait beaucoup de mobilier. Donc, mais tous ces éléments, en tout cas ce projet-là, pour moi, ça a été le premier où j'ai essayé d'expérimenter des choses. Et on a vu qu'il y avait des choses qui marchaient et d'autres qui ne marchaient pas. On a fait aussi un chantier participatif où on a mis, alors là c'était pas un hasard, il y avait plein de jeunes femmes dans cette équipe-là, dans le bruit du frigo, Ceinturama à ce moment-là. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a pu facilement travailler sur cette question. Tout le monde était enthousiaste et que là, il y avait des constructrices et de positionner des constructrices sur l'espace public, ça casse aussi les stéréotypes et ça amène un peu d'apaisement sur tout ça. Et puis voilà, vous l'avez dit, la maire de Paris, c'est une femme, la maire du 12e, c'est une femme. La personne coordinatrice, c'était moi, c'est une femme, et j'avais des personnes avec moi qui étaient des femmes. Tout ça, ça aide un petit peu quand même. Je ne dis pas que les mecs ne pourraient pas le faire, mais ça facilite bien les choses. Deuxième projet. Alors là, c'est plutôt une méthode de projet que je voulais vous montrer. C'est plutôt le côté AMO. Et je trouvais ça hyper intéressant. C'est la ville d'Angers qui a en fait développé un projet de recherche-action. Ils étaient en train de travailler sur un projet, le quartier de Montplaisir, qui est un quartier de renouvellement urbain. Et c'est le service égalité. En général, moi, je suis missionnée, c'est plutôt les services égalité qui vont me chercher. Ils disent, voilà, t'es archi, tu comprends ce que disent les services techniques, très bien, vous comprenez, essaye de leur faire comprendre parce que nous, on n'y arrive pas. Donc, ça a été un peu l'objectif de cette mission-là. Donc, on part d'un projet urbain qui est très, voilà, du gros budget. On va faire un diagnostic dessus, on va faire des propositions et tous ensemble, on va essayer. Et quand je dis tous ensemble, c'est tous les acteurs du projet de renouvellement urbain. Ça veut dire qu'on a au moins un minimum 50 personnes autour de la table. Et on va voir comment, justement, ce projet-là peut être vecteur d'égalité et à quel moment on peut intervenir. Et c'est génial, parce qu'un projet de renouvellement urbain, en fait, il y a absolument tout. Donc voilà, je vais très vite. Donc on a fait un diagnostic territorial genré, c'est-à-dire qu'on est parti de 4 thématiques qui sont à peu près les mêmes thématiques de la ville de Paris. Se déplacer librement, c'est-à-dire qu'on va interroger les mobilités, les cheminements, les points de transport en commun. On va interroger occuper l'espace, c'est-à-dire la programmation urbaine, qu'est-ce qu'on offre comme support d'usage. On va interroger la méthode de projet, agir, comment on va faire en sorte que ce projet-là fasse appel, par exemple, à plus de professionnels diversifiés, on l'a dit, comment ce projet va pouvoir servir aussi à des habitantes, comment elles vont pouvoir aussi s'en saisir au niveau économique, et puis la question de la visibilité, la question symbolique. Là-dessus, à Angers, on a enlevé, parce que la ville de Paris a une thématique en plus, c'est se sentir en sécurité. Pour nous, se sentir en sécurité, évidemment, il est très important, c'est la base, mais il est distillé dans tout ça. Pourquoi on ne l'avait pas mis de manière... Parce que, bon, il y a la question de sécuritaire qui, à mon sens, peut être récupérée politiquement, et que je trouvais ça plus pertinent, de le distiller. Évidemment, c'est la chose qu'on a dans tout ça, mais voilà.
alors je vais pas du tout rentrer dans les détails. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce diagnostic, on a fait des marches sensibles, on a interrogé tous les acteurs, on a interrogé un maximum d'habitants. C'était juste après le Covid, c'était pas tellement évident, mais on est allé voir tous les partenaires, etc. Et puis on a fait des préconisations sur le projet. On a discuté avec les paysagistes, avec les aménageurs, en leur disant ça, par exemple, une aire de jeu, super. Mais vous savez, quand vous surveillez vos enfants, c'est hyper ennuyeux. Il n'y a rien, je ne sais pas si vous avez vécu ça, les petits-enfants, on les a mis en 2 minutes, mais à bout d'un certain moment, c'est pénible. Et en même temps, c'est un enjeu de convivialité énorme, et un lieu de réseau. C'est-à-dire c'est là où on va rencontrer ses voisins, ses voisines. Donc, ce n'est pas anodin. Et arrêtez de mettre des bancs comme ça où on n'a que ça à faire de regarder nos enfants. Tournons-nous, par exemple, et communiquons. Bon, voilà, c'est des petits détails comme ça. On en avait une dizaine, enfin non, même plus, de préconisations. Je donne celui-là parce qu'il amuse un petit peu, il est un peu provoquant, mais c'est important parce que le paysagiste... n'avait pas du tout intégré. On a travaillé évidemment sur la question de l'éclairage, la programmation, le positionnement du city-stade, par exemple. Pourquoi le mettre en plein milieu de l'espace public quand on sait qu'il va être occupé à 99% par des hommes? Ou alors, si on le laisse là, très bien, mais travaillons avec l'espace sportif à côté. Il y a une équipe de basket dans le quartier qui est hyper connue et reconnue. Donc, travaillons avec ces jeunes femmes pour les faire s'entraîner sur cet espace-là. Voilà. Et c'est ça qui était hyper intéressant, c'est qu'en fait, on va questionner plein de choses et on va essayer de voir comment on peut activer plein de choses dans ce projet-là. Donc voilà, on a fait toute notre liste de courses à travers ces thématiques et on a rappelé tous ces professionnels qu'on avait rencontrés. Et chacun se dit, ça, je peux le faire dans 1 mois, ça, je peux le faire dans 6 mois, mais j'ai besoin de ça, ça et ça. Et c'était l'objet de cette boîte à outils qu'on a développée à travers 4 temporalités, c'est-à-dire le diagnostic, parce que souvent, les archis, on passe souvent rapidement à côté du diagnostic, alors qu'on voit bien qu'il est fondamental. La co-conception, la co-construction, la question du chantier, on l'a vu tout à l'heure, c'est un élément important. Et puis la question de l'animation, évidemment. Vous avez beau faire votre espace le plus incluant de la planète. Déjà, je ne connais pas ce label-là et j'espère qu'il n'y en aura jamais. Mais si vous n'anticipez pas sur la question de l'animation, ça peut faire flop aussi. Donc pour nous, ces 4 moments sont très importants. Et à chaque fois, à travers les 4 thématiques, on a fait une liste de courses. J'aime bien faire des post-it et listes de courses. C'est un peu essentialiste, mais bon. Voilà. Et donc, on a reconvoqué tout le monde et tout le monde a travaillé. J'ai 5 minutes. C'est bon? Cité audacieuse, le dernier. On a parlé de lutte. C'est bon? Je vais aller très vite. Il va très vite. Ça va? Celui-là, il est plus par l'image. Donc, ça va être plus rapide, ça va être plus simple. Vous avez parlé de lieu de lutte. Donc la Cité audacieuse, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un tiers-lieu féministe qui a été... j'ai la chance de participer à ce projet-là dans de l'architecte. C'est une école, c'est une ancienne école, une école primaire de garçons, ce qui est génial, et qui fermait. On est dans le 6e arrondissement. Il y a plus trop d'enfants dans le 6e arrondissement, parce qu'il y a beaucoup de Airbnb, il y a beaucoup de... Voilà. Donc, ça, c'était aussi... C'est malheureux, mais une opportunité de récupérer un espace dédié aux luttes féministes. C'est encore une fois, grâce à la mairie de Paris, qui fait des choses... Voilà, je ne vais pas rentrer dans... Bref, mais... Super idée. La Fondation des femmes est porteuse de projet, donc contrat d'occupation temporaire d'usage. Et comment transformer? Voilà, c'est en plein cœur, voilà, l'école de garçons. Donc évidemment, on ne pouvait rien faire sur l'extérieur. Et très peu de budget. La frugalité, c'est pas, voilà, c'est un engagement, mais c'est aussi une obligation là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé pareil, en concertation, évidemment avec les 20 associations qui allaient occuper cet espace-là, pour pouvoir définir nos priorités. Parce qu'avec un budget si serré, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait. Mais ce qui est génial dans une école, c'est qu'il y a plein d'espaces différents.
il y a des petits espaces, il y a des classes. Et donc, il y avait déjà cette diversité assez propice à ce lieu-là. Donc, là aussi, je vais essayer de vous donner un peu, de manière rapide, un peu des notions de qu'est-ce qu'on a fait pour en faire un espace féministe. Déjà, c'est un espace qui est donc un espace de travail dédié à ces 25 associations, enfin, dédié à ces 25 associations plus le public, puisqu'on veut vraiment, et c'est le cas, d'avoir un espace ouvert. Donc pour pouvoir accueillir du public, avoir un espace ouvert, avoir un espace de débat, il faut que l'espace au rez-de-chaussée soit complètement ouvert sur la rue. En même temps, pas tellement ouvert, et c'est un peu les injonctions aussi qui sont compliquées à gérer, parce qu'on sait qu'un lieu féministe, ça peut tendre certaines personnes, que ça peut être aussi un lieu un peu compliqué à gérer. Donc il fallait à la fois être visible et pas trop visible. Donc voilà, on teste. C'est un espace de débat qui côtoie un espace pour enfants, des toilettes de dingue. C'est ma masterpiece. En fait, c'est pas anecdotique parce que j'ai jamais autant parlé de toilettes en architecture qu'avec ce projet-là. Et alors pour la cup, on fait comment? Ah, toi tu utilises la cup? Ah ouais, comment tu fais? Bon, voilà, il faut vraiment que ce soit lumineux. On va récupérer des lavabos parce que voilà, on est dans une démarche frugalité. On va le mettre à différentes hauteurs. On va faire un lieu pas sordide. Est-ce qu'on le fait mixte ou est-ce qu'on le fait pas mixte? De grands sujets. Et on voit bien que tous les espaces d'intimité sont aussi des grands sujets de discussion. C'est pour ça que je plaisante un peu sur ces toilettes-là, mais c'est vrai que c'est un espace qui est très, très important. La notion de voir et d'être vu aussi, c'était un espace au rez-de-chaussée complètement cloisonné. On a complètement ouvert. Et l'espace de coworking, là, qui est dédié à des associations qui n'ont pas de bureau, mais qui ont une boîte aux lettres et qui peuvent venir travailler de temps en temps. Moi, j'ai découvert quelque chose. Je ne connaissais pas le milieu des violences sexistes et sexuelles, par exemple. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur l'accompagnement de victimes de violences. Donc, c'est vrai qu'il y avait cette crainte en permanence qui est quelqu'un d'un peu énervé, plus qu'énervé, je suis gentille, qui arrive sur l'espace. Et donc, la notion de voir partout et d'avoir une vue sur l'entrée, c'était fondamental. Donc, c'est le cas... c'est le cas partout. Des gestes symboliques, là on recoupe un peu les 4 thématiques que je vous disais tout à l'heure. Chaque salle sont en lien avec l'histoire du féminisme. La Marianne, on n'a pas pu s'empêcher de le peindre en violet. Voilà, des petites interventions. Et puis, un lieu de lutte, oui, par exemple avec un studio de podcast, qui est un espace évidemment extrêmement riche et important pour toutes les associations. Et puis là, hop, c'est une petite toilette. J'ai une passion pour les toilettes. Mais il nous fallait un espace en rez-de-chaussée, accessible au bout de 3 ans, parce qu'il y a de plus en plus de succès. Et la présidente de la fondation voulait faire un truc de dingue à une mezzanine. Je dis non, on n'a pas beaucoup d'argent. Mais par contre, on a là ces toilettes. Et là, on va les supprimer, ces toilettes, et on va en faire un espace accessible. Donc là, la notion de... Bon, c'est très minime, c'est très simple, mais on a essayé de garder un maximum de choses. On a travaillé avec des matériaux biosourcés, on a travaillé avec de la terre, de la paille. Pour vraiment, on a travaillé avec une artisane, on a fait un chantier là, participatif. On avait un peu plus de temps par rapport à la première étape, pour que des résidentes de la cité audacieuse apprennent à manier la terre crue, parce que si un jour on a un problème, elles pourront le reprendre. Ça a été un lieu aussi d'études pour des étudiants. Voilà, en fait, pour finir, pour moi l'approche féministe, c'est comment on va pouvoir penser dans tout ce qui fait projet, hop, on va mettre des petites choses. Alors ça peut paraître anecdotique, ça peut paraître des petites choses, c'est pour ça que je rassure aussi les services techniques, c'est pas forcément un gros bâtiment rose, j'entends des choses un peu délirantes quand on me demande mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça plaise aux femmes? Non, c'est pas le sujet. Voilà, le palais de la femme, tout ça. Voilà. Donc c'est pas ça. C'est plein de petites choses, mais c'est avoir cette veille en permanence, et rappeler. Non, mais ça on l'avait dit parce que c'est pas mal. Voilà. Et c'est rappeler tous ces petits moments-là. Et c'est pour ça que la mission d'AMO, c'est quelque chose qui me plaît aussi, parce que je suis un peu extérieure et que je peux remettre à chaque fois du sens dans tout ce qui est fait sur ces questions-là. On n'est pas toujours entendu, mais en tout cas, on aura fait le job. Et je vois qu'au fur et à mesure,
ça infuse un petit peu. La Cité des femmes, la Cité audacieuse, c'est aussi un lieu refuge de lutte. Voilà, moi, je suis extrêmement fatiguée, comme vous toutes et tous. Après ces journées du 8 mars, qui est un peu les Noëls des féministes, hein, on est là tout le temps. Un peu fatiguée de ma profession, qui a du mal à comprendre. Moi, je suis très engagée aussi au niveau ordinal, donc qui a du mal à comprendre tous ces enjeux-là. Quand je suis là, je suis dans le refuge, je suis en sororité, on se marre avec les copines, on dit n'importe quoi, des trucs absolument, je n'oserais jamais répéter. Mais ça fait du bien aussi, et je pense que pour chacune des associations qui sont là, ça nous a fait grandir, ça nous a fait du bien, ça nous a fait se sentir plus forte pour affronter le monde extérieur. Et voilà, pour la Cité audacieuse, pour moi, c'est vraiment aussi cet enjeu-là, au-delà de l'architecture, c'est d'avoir un lieu en plein cœur de Paris dédié à ces luttes-là, qui font du bien quand on se retrouve. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, on enchaîne. Je pense. Alors, attends, parce qu'il faut que je mette mon propre PowerPoint. Je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais en effet, ce lieu est ouvert. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Oui. 9 rue de Vaugirard. Alors, en ce moment, désolé, il est fermé au public. Mais dès la fin mars, il y aura le café qui va rouvrir. Et donc, il sera ouvert du mercredi au dimanche, qu'il y a un café. Et ensuite, toutes les manifestations qui sont faites, il y a plein de débats quasiment tous les soirs, sont évidemment ouvertes au public. Voilà. Merci. Bon. Donc... Ah oui, c'est mal cadré du coup. Donc, merci de l'invitation. Je suis ravie d'être ici. Alors, moi, ma pratique d'enquête, même si ça résonne beaucoup avec ce qui a été dit, voilà, ça fait que je suis une praticienne un peu différente. Je suis sociologue, donc c'est d'enquête sur la ville que je vais vous parler. Mais j'ai enseigné en école d'architecture, c'est là que j'avais connu Antonelle. Et puis j'ai travaillé à la revue en ligne Métropolitique pendant 10 ans, donc j'ai très à cœur en fait ce travail interdisciplinaire que je suis ravie de voir représenter ici et dont je pense, comme ça vient d'être dit en fait, que voilà, c'est un objet qui a cette vertu-là. De couper en fait certaines formes de compartimentation disciplinaire, mais pas que. Et donc voilà, je suis ravie. Ah oui, non, c'est pas là, c'est hop. Donc voilà, juste vous dire que un peu ce qui a été dit sur la question de civisme. Alors moi, j'ai travaillé sur la ville depuis les relations en public. Ma perspective, en fait, elle est de renouer un peu avec la notion latine, en fait, de civis civitas. Donc là, c'est à la fois le citoyen et celui qui est en régime civil par opposition aux militaires, c'est-à-dire la personne ordinaire, le membre d'une société, d'une communauté politique, mais dans sa forme la plus sous-déterminée. Donc c'est le passant considérable d'Isaac Joseph, mais c'est l'urbain, le citadin. Et je regarde la civilité dans une tradition qui est celle à la fois cicéronienne, aristotélicienne, de l'ensemble des normes de la conduite de la vie, où les façons d'être avec les autres, la sociabilité, et puis, disons, le régime politique de la démocratie en ce qui nous concerne, sont connectés, sont organiquement connectés. Donc il y a une longue tradition, Tocqueville, Lefort, les pragmatistes américains. Et moi, je travaille sur les relations urbaines depuis cette idée que la culture urbaine, les mœurs, sont indissociables. On ne peut pas définir un régime, la démocratie, uniquement par ses institutions, sa constitution. Ce sont aussi dans les mœurs et dans la culture et dans les pratiques, en fait, que les choses se jouent. Donc, mon approche, c'est une approche empirique. Et là, je vais vous parler d'un versant de ces relations en public qui ont à voir avec le genre, c'est le harcèlement de rue. Donc moi j'ai travaillé en fait sur les relations en public et sur les normes qui s'y expriment, qui s'y manifestent, qui s'y disputent parfois. Et le genre, c'était pas ma question de départ. Ma question de départ, elle était très généraliste.
j'avais commencé à travailler sur la mendicité et comme épreuve, et je regarde les interactions urbaines comme des épreuves normatives, c'est-à-dire comme des façons de définir les choses dues entre gens qui n'ont d'autre lien ensemble que celui de coexister en ville. Donc c'est vraiment une enquête sur la démocratie comme mode de vie. Et le genre s'est avéré assez vite. Ce n'était pas mon postulat que c'était une catégorie omnipertinente. Ça s'est défini en pratique, dans mes observations, comme un critère extrêmement structurant de l'orientation des conduites, de est-ce qu'on peut aller parler à quelqu'un ou pas, qui est accessible ou pas. Et donc, dans le livre que j'ai fait sur la civilité urbaine, c'est le chapitre 5 qui travaille sur ces questions-là, c'est là-dessus notamment que je m'appuie, sur les rapports de genre en public. Et c'est pas seulement... Et donc, le harcèlement de rue, moi, j'ai travaillé entre le début des années 2000 et là, 2018, sur ces questions, en faisant des enquêtes répétées. Et j'ai vu, en fait, d'abord des critiques de la galanterie, tout un tas de choses et des formes de ce qu'on n'appelait pas encore en France harcèlement de rue se produire. Et j'ai vu se constituer graduellement le problème public du harcèlement de rue. Et donc j'ai vu se transformer les façons de penser, de percevoir, de décrire et de réagir à ces interactions, à ce que j'appelle l'accessibilité en fait, asymétrique, disproportionnée des femmes en public, leur surexposition à la rencontre et à un certain type de rencontres, les rencontres malvenues et indésirables, des rencontres malveillantes en fait. Donc là, ce que je vais, ça c'est un numéro de revue que j'ai co-dirigé dédié à cette question et à cette formation du problème public du harcèlement de rue. Donc, je vais passer assez vite sur la genèse du problème public parce que ce que je voudrais vous présenter ici rapidement, là, le topo que j'ai préparé est à la fois un peu trop long et peut-être un peu trop académique, donc je vais le survoler. Disons qu'il y a un contexte et que ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ça vient des études de genre dans les années, en fait, dès les années 60, mais dans les années 70 surtout et 80, outre-Atlantique en particulier, mais aussi en France. Et on travaille sur ces questions-là d'abord sur les questions de violence sexiste. Ça va aboutir à la publicisation du problème en France et en Europe au tournant des années 2010. Et le vote de la loi qui pénalise le délit d'outrage, c'est août 2018. Et une des choses que je vais essayer de discuter, ce qui me paraît un enjeu politique important du débat, c'est le cadrage du problème en termes de dangerosité. Donc ça a beaucoup été évoqué, la question de la sécurité. C'est l'entrée en fait par laquelle, dans le débat public, on s'est saisi de la question. Et couplé avec la notion de harcèlement et avec la notion de l'ischélie, de continuum de violence, ça a produit certaines formes de réflexion et de thématisation dans le débat public qui me semblent discutables. Comme j'ai travaillé aussi sur la question des incivilités, j'ai vu des parallèles qui me semblent intéressants à avoir en tête quand on réfléchit au sujet. Donc ce problème du harcèlement public, ça date aux États-Unis, le concept de harcèlement de rue date de 81. Garner, qui est une élève d'Erving Goffman, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, parle de harcèlement public des femmes et parle des femmes comme une catégorie situationnellement désavantagée. Et ce qui définit toutes ces formes de nuisance en fait dans les interactions, c'est cette accessibilité excessive à l'interaction qui va jusqu'au problème de l'intégrité physique bien souvent. Donc elle donne une définition d'un spectre assez ample qui a pour dénominateur commun une violence qui peut être soit symbolique, soit verbale, soit physique. Donc elle a un spectre assez large puisqu'elle inclut des formes de crimes. Moi, je ne partage pas cette définition. Je pense qu'il faut laisser la spécificité du harcèlement à ces formes qui ne sont pas déjà d'autres délits, précisément, et des formes de violence physique lourdes. Donc, la thématisation du harcèlement de rue, elle a eu un mérite majeur qui correspond en fait à dès qu'on fait un problème public, on va cesser de se dire c'est moi en tant que personne individuelle qui doit gérer ça comme une personne privée, c'est ma situation. C'est le fait de reconnaître que c'est un problème collectif, que c'est un fait social et que donc quand ça vous arrive à vous, vous êtes pris dans un phénomène dont vous n'êtes pas la seule à en être victime ni la seule à être concernée.
Et donc ça a permis d'établir à la fois le caractère discriminatoire de ce phénomène, le caractère de victimation, c'est-à-dire que là d'un coup on s'est dit en fait oui, il y a une dimension cumulative de ces épisodes pour toutes les femmes, et on s'est rendu compte, moi quand je faisais des cours sur le genre à la fac, et je voyais dans mon amphi, dans ces années-là, à la fin des années 2000, au début des années 2010, les jeunes hommes, les étudiants n'en avaient pas entendu parler, et donc il y avait un amphi qui était coupé en deux, où on pouvait dire ok, qui a vécu, et donc toutes les étudiantes disaient ben moi, et puis les étudiants à côté découvraient en fait en temps réel le phénomène. C'était très frappant. Et donc les conséquences qui ont beaucoup été soulignées, d'effets d'inhospitalité en fait des espaces urbains pour les femmes. Et donc le concept, je l'ai déjà rapidement évoqué, a été importé du travail de juriste McKinnon sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Et donc ça a été appliqué en fait par une sorte de déplacement et d'extension, d'extrapolation par l'application donc aux relations en public. Et c'était très important de le faire parce que justement ça montrait qu'il y avait un effet de harcèlement pour une femme qui se fait aborder comme ça de manière répétée au fil de ses déplacements chaque jour de la semaine, au fil des années, etc. Il y a un effet de harcèlement. En revanche, il n'y a pas la même dimension de harcèlement qui définit la qualification juridique sur le lieu de travail, dans le sens où ce n'est pas une même personne, l'auteur. Il n'est pas en train de faire de manière répétée dans une situation où l'auteur et la victime sont la même personne et où donc l'effet de répétition est quand même d'une autre nature. Donc l'activisme a été évidemment central dans le passage des recherches féministes à la prise en charge par les pouvoirs publics. Et donc cette requalification de formes d'interaction qui étaient vécues comme interindividuelles en phénomène collectif a permis de prôner des formes de défense, de demander l'intervention des pouvoirs publics et d'œuvrer en pédagogue en fait, pour essayer de changer les mentalités et sortir de la banalisation, parce que avant la constitution du problème public, c'était quand même largement euphémisé et banalisé. Donc voilà, là j'ai mis de très mauvaises captures d'écran de flyers, donc je passe. Je passe aussi sur voilà, des extraits de... dire une chose simplement sur voilà, cette extension du périmètre et la façon dont la notion de thèse, la notion de continuum des violences et la thèse qu'il y avait derrière, qui était en fait une notion féministe, qui était là pour dire bon, en fait, le sexisme est le fruit d'une culture patriarcale. Et donc, il ne faut pas se contenter de hiérarchiser par la gravité des actes, c'est-à-dire le meurtre est plus grave que le viol, qui lui-même est plus grave que le sexisme ordinaire. Et donc, Lise Kelly, quand elle parle de continuum des violences, elle va même assez loin, moi je ne la suivrai pas jusqu'au bout, pour dire attention à cette hiérarchie, il ne faut plus hiérarchiser par la gravité des conséquences, parce qu'en fait, la fréquence pour les choses les moins graves fait que ça peut être aussi important que la gravité pour les crimes graves qui sont plus rares. Bon, malheureusement, on sait depuis que les crimes graves, enfin voilà, notamment les féminicides, dont le concept n'était pas en fait, c'était pas imposé à l'époque où Lise Kelly écrit, a montré que bon, gravité et fréquence peuvent aussi aller ensemble. Donc, en tout cas, dans la problématisation, on a comme ça cette idée que du bonjour au viol, il peut y avoir une sorte de gradation. Et que c'est la perspective du pire, avec cette idée de la pyramide de la culture du viol, dont le harcèlement de rue serait le premier stade et le viol le dernier, qui va être une des façons de politiser le sujet, en disant, voilà, ça va depuis les remarques désobligeantes jusqu'aux agressions sexuelles. Et donc ça va en fait contribuer à permettre ce qui va se passer ensuite, c'est-à-dire une interprétation du harcèlement de rue, un peu analogue à l'interprétation qui a été faite des incivilités quand on a travaillé sur les violences urbaines depuis le paradigme de la théorie de la vitre brisée aux États-Unis et puis ailleurs dans le monde, cette idée d'une pente glissante et d'un engrenage qui a des conséquences politiques assez problématiques. Donc l'interprétation des auteurs de harcèlement va se faire sur la base de cet usage, à mon avis, très contestable du continuum de violence, autour de l'idée que c'est un être dangereux, alors que, et donc là, ça va donner cette idée que, en fait, on va rétroactivement appliquer aux individus pris un par un, les auteurs de harcèlement, les effets collectifs sur, bah ok, ça harcèle les femmes, donc ce sont les expériences des victimes qui sont des expériences de harcèlement, et on va faire comme si eux
avaient porté cette responsabilité-là de manière intentionnelle, mais surtout, on va faire comme si, au lieu de se contenter de leur faire prendre en compte les conséquences de leurs actes, ce qui me paraît être plutôt de bonne politique, cette idée d'une reconnaissance paradoxale des formes les moins graves de sexisme, ça va être de les dramatiser en disant c'est la première étape, et l'étape ultime, ça va être le viol et l'homicide. Et donc ça, on sait que les viols sont, dans une écrasante majorité des cas, commis par les personnes connues de la victime. Donc là, dans les dernières études, on est sur 91% des viols, c'est 2018, les femmes, les victimes connaissaient l'agresseur. Et 45%, presque la moitié, c'était le conjoint ou l'ex-conjoint. Donc le fait de présenter les harceleurs de rue comme des violeurs, en puissance, enfin qui ne sont pas violeurs aujourd'hui, mais c'est factuellement faux. Ce sont les voisins, les amis, les oncles, les conjoints et ex-conjoints, les camarades de campus, les collègues de travail. Et donc, politiquement, de faire comme si... Et là, la fiction a un rôle considérable, c'est-à-dire que c'est l'étrangleur. Il y a des faits divers. Hein. Moi, j'ai une amie dont la sœur a été tuée par Guy Georges. Je ne nie pas que ça arrive. Hein. Il y a des... Mais sauf qu'on en fait le paradigme d'interprétation d'un phénomène. Et en fait, statistiquement, c'est pas la règle, c'est l'exception. Et c'est commode de ne pas comprendre ce que ça implique. Donc moi, dans mes études, l'approche ethnographique, celle que voilà, par observation et entretien, elle permet en fait de proposer un autre paradigme, qui est celui que je reprends à deux sociologues américains, Mitch Dunir et Harvey Moloch, du paradigme du vandalisme interactionnel. Pour moi, le harcèlement de rue, dans ce qu'il a de spécifique, bien que je ne conteste pas du tout qu'il y ait un air de famille avec la culture patriarcale dans ses différentes versions. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un arrière-plan commun. Je dis que c'est le fait de le penser comme une croissance naturelle, comme si c'était juste des étapes d'un seul et même phénomène. Ça, par contre, c'est faux et c'est problématique. Et donc voilà, quand on le pense comme vandalisme interactionnel, on voit en fait qu'il y a une forme de malveillance, voilà, ces formes de nuisance qui sont désagréables, qui vont viser les femmes en tant qu'elles sont des femmes, et qu'elles ne sont pas, contrairement à d'autres situations de dispute ou d'incivilité ou de nuisance que j'ai observées dans l'espace public, elles ne sont pas provoquées par un désaccord, elles sont gratuites et unilatérales. Donc, c'est ce que j'appelle un art interactionnel de l'empêtrement d'autrui. Et c'est souvent, alors ça c'est dans le livre Sidewalk de Mitch Dunir, où il étudie des sans-abri noirs qui vendent des journaux dans la rue, qui s'amusent en fait, certains d'entre eux, pas tous, à empêtrer comme ça dans ces interactions dont elles ne peuvent jamais sortir gagnantes, en fait, quoi qu'elles fassent, les bourgeoises blanches qui passent devant eux. On voit en fait, quand l'ethnographe essaye de commenter, il dit non, mais non, les femmes en fait, elles sont all of them full of shit. Et on voit que son intention n'est pas ni la rencontre, ni la séduction, comme on l'entend souvent, mais vraiment quelque chose qui est une malveillance sexiste et une forme ludique de malveillance sexiste. Donc il y a une dimension qui consiste à essayer de profaner, de souiller avec des mots, et qui parfois, évidemment, peuvent après dégénérer, mais dont, voilà, l'offense sexiste, elle a cette spécificité-là, qui est un jeu sur la symétrie des rythmes, quelque chose qui est lié à la situation de coexistence urbaine. C'est-à-dire que souvent, il y a un jeu sur les rythmes, l'homme est assis, ou les hommes en groupe, parce qu'en fait, le public, c'est souvent les autres hommes plutôt que la femme, elle est l'objet de l'interaction plus que la vraie adressataire, ou elle n'est pas une interlocutrice. Et donc, elles sont d'ailleurs traitées comme des silhouettes, des images, plus que des interlocutrices, ou alors c'est la femme qui est assise et les hommes qui passent, véhiculés, etc. Mais il y a toujours comme ça une interaction qui n'est pas complètement focalisée. Donc voilà, les femmes sont captives de ces interactions qui leur sont imposées, et ce sont des formes de sabotage qui ne sont pas des échecs d'une interaction, mais bien la vocation même. C'est fait il y a un exercice qui est fait pour offenser. Donc, une des choses que je veux aussi évoquer, c'est le fait qu'avec la publicisation du problème, les réactions féminines de riposte augmentent.
Et donc, il y en a qui retournent sur leurs pas pour demander des comptes. Et ça, c'est le fait de savoir qu'il y a un horizon collectif et temporel qui dépasse la situation. C'est « Ah oui, moi, on m'a beaucoup raconté et j'ai observé. Je vais leur dire, c'est pas possible de faire ça. Et si votre sœur, et si votre mère, et moi, vous savez, ah oui, et je me suis mise à faire ça quand j'ai eu des enfants, à qui c'est arrivé, ou ah oui, moi, je leur dis, c'est du harcèlement de rue. » Donc, le fait même d'avoir des mots, de requalifier avec une portée politique, ça a été très utile pour ça. En revanche, la réponse publique en termes de dangerosité, ça donne ça. Et ça, moi, je trouve ça désastreux. C'est-à-dire des visuels qui dramatisent la dangerosité, qui présentent l'environnement urbain. Et donc ces hommes qui, parce qu'ils sont dans un certain milieu social, passent beaucoup de temps dans la rue. Ce ne sont pas toutes les classes sociales qui sont très présentes dans la rue. Parce que les hommes de classe supérieure, en fait, ils harcèlent dans les couloirs du Parlement ou au bureau ou dans les classes de première dans l'avion. Donc, ils embêtent les hôtesses de l'air, ils n'embêtent pas les passantes dans le métro, mais ils le font aussi. Sauf qu'il y a eu des récupérations qui, sous prétexte que ça se passe dans la rue et que ce sont les personnes qui vivent et travaillent dans la rue pour des raisons simplement sociologiques et sociodémographiques, on en a fait des interprétations culturalistes et parfois franchement racistes. Et ce portrait en termes d'environnement hostile et bestial, vous imaginez bien que quand on apprend qu'il y a des parents qui violent leurs enfants ou des prêtres qui violent les enfants qui leur sont confiés, on ne fait pas le portrait des églises ou des domiciles de cette façon-là. Il n'y a que seulement parce que ça se passe dans la rue qu'on peut se permettre ce type de façon de... Et moi, ça m'a vraiment profondément choquée. Et donc voilà, cette idée de la loi qui a été évoquée. Et donc, les arguments étaient... La reconnaissance du harcèlement de rue, de son importance, va être immédiatement indexée et subordonnée à la dramatisation de ce à quoi il peut mener. Donc cette idée qu'il existe un véritable continuum des violences, depuis le harcèlement de rue jusqu'au viol, ces comportements ne sont pas décorrélés. Et là, on a l'aboutissement du malentendu et du contresens qui est politiquement désastreux. Donc voilà, cibler sur la dangerosité, c'est un problème. Pour bien comprendre les choses, plutôt regarder la logique de la topographie, la logique des usages de l'espace, et donc revenir aux usages, et ça je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a en commun, c'est-à-dire si on rentre sur les usages, on comprend les choses quand même de manière beaucoup plus juste. Et voilà, j'en ai fini, je m'arrête. Merci de votre attention. Merci beaucoup, et puis peut-être... les questions, et je vous donnerai le mien. Parce qu'effectivement, voilà, on enchaîne tout de suite, comme ça. Oui, d'accord. On pourra poser des questions. Voilà, oui, je laisserai le temps pour les questions. Merci pour l'invitation. Je suis philosophe, mais je travaille dans un département d'architecture, donc j'ai une certaine familiarité avec ces questions. Je voudrais vous exposer quelques réactions, quelques commentaires à ce qu'on a dit, mais aussi donner quelques points de repère. Le premier point de repère pourrait être une définition, une tentative de définition que j'ai récemment reçue par une conférence de Judith Butler qui était sur le sujet « Who is afraid of gender ?» qui a peur du genre. Et après une première réponse ironique, tout le monde, la définition que Butler a donnée, il me semble très claire à utiliser dans notre contexte, c'est que le genre n'est pas tant la recherche d'une identité, c'est plutôt l'expression d'un ensemble de relations de pouvoir qui s'inscrivent différemment dans des contextes différents. Ça, c'est l'idée. Un système, un ensemble de relations de pouvoir. Et donc, l'espace, comme quelqu'un d'autre a dit ce soir aussi, l'espace et sa configuration, ainsi que le temps et son utilisation, à la maison, dans l'espace urbain en premier lieu, représentent l'un des terrains choisis
dans lesquels cet ensemble de relations de pouvoir se joue et prend forme. Quand Butler parlait de s'inscrire, en vérité, il disait embodied, c'est-à-dire incorporé. Ce sont des relations de pouvoir incorporées dans des contextes différents et avant tout dans l'espace urbain, l'espace de la maison, etc., qui sont engendrés, toutes choses qu'on a déjà clarifiées auparavant. Donc, pourquoi, en répondant à la sollicitation d'Antonella, que je remercie encore pour l'invitation, pourquoi parler d'esthétique? Donc, pourquoi parler d'esthétique et pas seulement d'éthique? Donc, c'est une contraposition qui est devenue très, très célèbre par les livres de Richard Sennett, les sociologues et urbanistes américains, anglo-américains, qui, dans son livre Bâtir et habiter, il a parlé d'une éthique qui se contrapose, qui est contraire à l'esthétique. Mais donc, il n'y a pas... c'est une opposition qui est, comme on dit, consolidée. Par ma part, je dirais plutôt, si on entend l'esthétique comme la recherche de la beauté, par exemple, ça, c'est clair qu'une ville doit être plutôt juste que belle. Ça, pas de doute sur cela. Mais ce que je voudrais introduire, c'est une idée d'esthétique et d'esthétique urbaine qui est plutôt liée à la relation perceptive et sensible avec l'environnement. C'est-à-dire que donc toutes les questions desquelles nous avons parlé juste maintenant relèvent de cette relation perceptive et sensible avec l'espace bâti, avec tout ce que l'expérience qu'on fait là, de cette relation de pouvoir incorporée on dirait, dans la matière de la ville. Et donc, si on entend l'esthétique dans cette manière comme une courante très diffusée dans les dernières 10 années, par exemple, à chercher de reformuler l'idée même d'esthétique urbaine, par exemple, aux deux niveaux différents de l'esthétique, de la vision de la ville, ce qu'en anglais on appelle cityscape, c'est l'image de la ville comme telle qui reçoit une forte impression, une forte empreinte par exemple, de l'imaginaire sur la ville qui performe aussi une différente relation avec l'environnement bâti, qui incorpore les images du cinéma, de la télévision, de l'art, même de la musique, qui incorpore à son tour cette relation de pouvoir de laquelle nous avons parlé. Donc, au niveau de l'image de la ville en général, mais au niveau aussi de ce que j'ai plutôt penserais comme l'infraordinaire dans l'idée que Perec avait donnée, Georges Perec avait donnée de la relation ras de terre avec les formes d'expérience qu'on fait de la ville et de ces parts de l'espace à partir de l'espace même de la page dans le cas des espèces d'espace de Perec, mais plus en général englobant toute la relation avec l'espace autour de nous. Et donc, cette idée d'esthétique urbaine devient très favorable, je crois, à définir une nouvelle perspective pour se mettre
en face des problèmes de la ville genrée et de comment on peut la changer, transformer. J'apprécie beaucoup tous les exemples qu'on a donnés ici. Je trouve que c'est les niveaux expérientiels qui est prévalent là, c'est le niveau juste pour entendre mieux ou transformer. Je pourrais ajouter comme exemple, j'ai eu l'occasion de voir quelques atlas du genre, par exemple la ville de Milan, une ancienne élève de notre école de doctorale de Bologne a fait récemment avec un collègue un atlas pour la municipalité de Milan, et la municipalité de Bologne, la ville où j'enseigne, est en train de faire un autre. C'est l'articulation, je n'ai pas les images, mais on les trouve avec très d'aise sur Internet. On peut décharger l'atlas complet. Donc là, tous les aspects sont infographiqués pour entendre toutes les caractéristiques, les liens sensibles où on pourrait intervenir, etc. Donc je parlerai, je voudrais ajouter un autre point de repère, un autre concept qui est l'idée d'utopie concrète que je vous diffusais dans votre exposition. C'est l'idée de ne recherchez pas une sorte de futur à réaliser, une image future à imposer à la réalité, mais plutôt d'aller à chercher toutes les formes, toutes les directions transformatives qui sont déjà là. Ce que toujours mes référents, encore une fois mes référents à Pérec, j'appellerais plutôt la ville potentielle, l'idée d'une potentialité qui est déjà là, qui, si on regarde de notre manière la réalité, on peut développer et faire devenir quelque chose qui change en profondité la relation avec, et je dirais la relation esthétique dans les sens perceptifs que j'ai indiqué auparavant, avec la ville. Non, donc, laissez-moi seulement rappeler une autre mot-clé qui est l'idée des villes poreuses. La porosité de la ville, c'est un concept qui a été introduit par un essai que Asia Lassis et Walter Benjamin ont écrit après leur visite à Naples dans les années 20 et qui a été réactualisé et rendu opérationnel en tant que mécanisme de transformation urbaine par le même Richard Sennett que j'ai cité auparavant, mais il l'a entendu dans ce sens éthique plutôt qu'esthétique, mais si on reformule la relation, ça n'est pas une opposition. Et donc, c'est l'idée de... dans la formulation originaire de Benjamin et Asia Lassis, c'est l'idée que c'est quelque chose de plus que la mixité, la simple mixité. C'est que l'idée que différentes formes d'établissements résidentiels, temporaires, touristiques, des migrants, des étudiants dans le même espace se mélangent et insistent dans les mêmes espaces. Donc l'idée de ne pas discriminer l'espace en termes de fonctionnalités différentes, mais d'insister sur le même lieu avec cette idée de porosité et donc un mélange aussi, un échange entre espace public et espace privé, une ouverture. C'est l'idée de mettre en communication même les temps différenciés qui insistent dans les mêmes espaces urbains. Parce que l'espace et le temps sont les formes élémentaires de la perception du monde. C'est donc sur les deux niveaux qu'il faut insister. Et donc, même, c'est très fort, si vous lisez les textes de Benjamin et Lassis, l'impression de l'ouverture de la maison sur l'extérieur.
et les partages des espaces publics également comme espaces domestiques. Donc, CNET a cherché de transformer cette idée dans un outil opérationnel et qui peut aussi être pensé pour transformer l'utilisation genrée de l'espace. C'est une question plutôt qu'une certitude, mais je la voudrais poser à vous. Cette idée de réouverture, c'est une forme pour transformer l'utilisation gérée de l'espace résidentiel et urbain. Ça, c'est la question. Et en faire un laboratoire d'expérimentation d'un usage intersectionnel de la ville. Ça, c'est donc l'idée que je voudrais aussi introduire enfin. Donc, un espace qui, par définition, serait imparfait, incomplet, expérientiel, flexible aux différentes exigences, etc. C'est donc avec la ville poreuse qu'on pourrait donner un exemple très fort de cette direction de transformation en clé des utopies concrètes et des villes potentielles. Donc, merci. Non, mais... Parfait. La parole est à vous. Parce qu'on a... Oui, merci à vous quatre. C'était vraiment... je trouve que c'est d'une richesse, mais je me lève. J'ai utilisé seulement un quart d'heure. Ah, oui, c'est très bien. C'est très bien. Une remarque. Hai capito il senso che sei una minorità, quindi no. fatto bene. On commence les questions. Ah bon? Personne donne dans la... Moi, il y a une chose qui effectivement est intéressante et peut-être il faudra qu'on réfléchisse. C'est cette question politique, parce que effectivement, en effet, le tournant, il est là. Après, il prend des formes différentes, mais c'est vraiment le fait qu'il faut peut-être réfléchir, parce que c'est intéressant que tout finisse en parlant de la ville intersectionnelle, parce qu'effectivement, ce mot qui fait si peur, finalement, c'est presque l'horizon qu'il faut se donner pour arriver à construire quelque chose. Mais à la condition, j'ai envie de dire, de révisiter fortement la question politique, parce qu'à travers les différents exemples, on comprend que c'est vraiment celle-là. Et elle prend des formes différentes. Ça peut être, pour être vraiment ultra terre-à-terre, les questions de politique urbaine au sens vraiment de comment on l'aménage, les politiques vraiment donnent les moyens qu'on peut donner. Effectivement, après, il y a l'aspect, on va dire, politique lié à la loi que tu as évoqué, et puis la question du politique qui transforme l'esthétique, hein, parce que finalement, il y a une, comment dire, je dirais presque une, j'utilise un terme, un italianisme, una valenza politica dell'estetica. Là, voilà. Non, mais c'est vraiment... c'est quelque chose qui est lié à cette question de porosité. Donc, je ne sais pas, puisqu'il n'y a pas de question, allons-y. Si vous devriez dire... Ah, si vous deviez... Oui, je perds mon français, je perds tout, voilà. Voilà. Est-ce comment, quelque part, vous pourriez réinterpréter, comment ça pourrait devenir un levier, cette question, qui est pour moi un frein aujourd'hui, non? Enfin, ou peut-être juste... allez-y, vous prenez, vous avez tous un micro, je pense, voilà. Il y a celui-là, oui. Voilà, non mais comme ça, voilà. Tout le monde a un micro, c'est bien. Est-ce que je peux poser une question à ma collègue parce que je trouve inspirant nos présentations et notamment, bien sûr, cette relation de pouvoir incorporé. C'est existentiel et avec ça vient l'injustice et hiérarchie, l'accès aux ressources de la ville. Et ça, je trouve, c'est vraiment existentiel et qui montre précisément qui a ce pouvoir à définir les formes de vivre construites et en lien politique.
Et ça me mène à la question de la civilité et incivilité, parce que je trouve on doit presque faire un travail de dénonciation incivilité, mais malheureusement, il y a en ce moment, et pour ça j'ai aussi nommé le comité d'Adama, on a aussi une incivilité de la part des instances publiques et politiques. Et je trouve que il faut vraiment précisément, c'est un prédicat à perdre, être citadin. Et ça, c'est quelque chose que je trouve c'est important comme champ de lutte. Voilà, après, je pourrais encore, sur cet accès aux ressources, je trouve que ça, c'est aussi un deuxième champ de lutte central, et l'imaginaire et la représentation de ces injustices dans l'espace public. Et c'est un des luttes des femmes sur les féminicides, etc. La représentation, donc une sur l'imaginaire positif et l'autre aussi sur donner image à ce qui se passe et qui est souvent non dit, non discuté, etc. Et c'est ces deux fonctions que la ville peut aussi jouer, et cet espace partagé. Oui, alors, juste pour répondre à la question sur les incivilités, en fait, après le travail que j'ai fait là sur ce... Et je continue à travailler sur le harcèlement de rue, mais le travail sur les interactions civiles et toutes les formes d'ordinaire de coexistence, j'ai engagé une autre enquête, et le bouquin que je suis en train d'écrire maintenant, c'est exactement là-dessus, sur les incivilités comme nouvelle catégorie de l'action publique, qui a emporté une définition extrêmement tordue, de plein de façons, de ce que c'est, en fait, justement, cette dimension de coexistence qui, normalement, est une forme ordinaire de co-régulation de la vie associée, et dont l'État est simplement, en fait, une sorte de produit dérivé, c'est-à-dire que c'est une institution de l'autorégulation, c'est un moyen. Et bon, évidemment, le problème, parce que la police nationale, depuis Vichy, elle n'est pas au service des citoyens, mais de l'État, et que donc voilà, l'État, en fait, c'est un peu, enfin, il y a une sorte d'hypostase de l'État qui s'autonomise et qui se vit plus comme au service de la démocratie, mais au service de lui-même. Et bon, en tout cas, voilà, je reprends toute la théorisation très récente du concept d'incivilité, justement dans son articulation à la délinquance et au crime, ce qui est en fait un contresens à plein de niveaux, mais qui a porté des politiques qui ont renié les enseignements des sciences sociales depuis leur existence, en faisant comme si la déviance, c'était juste un caractère réfractaire aux règles, et que donc il fallait réprimer précocement, donc la même logique de l'engrenage. Et ce que je documente, c'est que les institutions, toutes, c'est-à-dire de ceux qui font l'ANRU, des bailleurs sociaux, jusqu'aux municipalités, aux transporteurs, ou à différents types de services publics ou privatisés, ces dernières décennies, ils ont fermé les écoutilles, et ils ont, par la transformation de leur politique organisationnelle, créé des dysfonctionnements qu'on appelle maintenant, de manière complètement déloyale et inexacte, des incivilités. C'est-à-dire quand les gens protestent au guichet de la SNCF parce que les politiques commerciales kafkaïennes font qu'ils se retrouvent pénalisés, victimisés, on leur dit qu'on ne peut rien pour eux. Évidemment, les gens craquent et on appelle ça incivilité. Donc c'est une façon de définir de manière unilatérale quelque chose qui est subi par les institutions, et donc ça met effectivement, comme vous l'avez très bien dit, ça met complètement le voile sur ce que les institutions elles-mêmes font subir à leurs usagers ou aux citoyens. Et j'ai écrit un papier là-dessus sur la civilité est-elle réac, parce qu'à cause de ça, j'ai des discussions avec mes collègues sociologues qui disent « Ah bah oui, regardez, l'incivilité, c'est utilisé par les pouvoirs publics pour faire des choses politiquement horribles. C'est bien la preuve qu'en fait, la civilité, c'est juste un concept de gouvernementalité ou bien un concept réactionnaire. Enfin voilà, il n'y a plus que...
les réacs qui s'intéressent à ce concept. Enfin, voilà, du coup, ça a jeté un soupçon en fait sur le concept. Et moi, je pense que voilà, il faut défaire cette mauvaise définition et configuration du sujet. Moi, j'avais une question à vous poser liée à votre intervention. Est-ce que vous avez des chiffres? Parce que dans certains quartiers, dont celui où j'habite, Saint-Denis, moi, j'ai constaté, donc c'est un constat, qu'il y a un harcèlement ou des incivilités, mais plutôt de la police envers les jeunes garçons, plus que les jeunes filles. Et donc, est-ce qu'il y a et d'où ça crée un climat de violence et de parfois de dérapage de la police. Donc, et je trouve que les garçons dans ces quartiers, ils vivent vraiment, c'est très compliqué d'être dans l'espace public de la rue. C'est très compliqué d'être à Paris parce qu'ils vont être contrôlés pour du contrôle aux faciès. Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Parce que bon, là on est sur les genres, donc féminin, masculin ou agenré. Voilà, je voulais juste savoir parce que je trouve qu'il y a un énorme déséquilibre dans les quartiers. Alors, oui, moi je ne travaille pas sur le harcèlement de la police, j'ai travaillé un peu sur la police, mais pas là-dessus. Mes collègues du CESDIP, Fabien Jobard, René Lévy, ont fait des enquêtes, et puis le défenseur des droits en a fait d'autres, même si ce n'est pas la même méthodologie, sur le fait que les contrôles d'identité réalisés par la police sont discriminatoires. C'est documenté avec un niveau de scientificité extrêmement rigoureux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas seulement fait une sorte de comptage. Ils sont, par exemple, à Châtelet, ils ont compté les gens qui se faisaient contrôler, mais ils ont rapporté cette proportion à la proportion sur place, et puis ils ont incorporé des variables qui disent en fait un peu racialisantes, donc l'habit, les accessoires, etc. Donc ça, c'est bien documenté, et maintenant, voilà, et pas seulement par ces recherches-là, mais par de nombreuses recherches. Donc on sait qu'il y a des formes particulières. Et puis maintenant, il y a des enquêtes en cours. Il y a une doctorante au CESDIP aussi qui s'appelle Aline Dayer qui travaille sur ce qu'on appelle l'amende forfaitaire. Donc ça, ce sont des formes en fait, qui ont aggravé le pouvoir discrétionnaire policier, c'est-à-dire que normalement, en fait, on passe pour tout un tas de délits, on doit passer par un juge. Et là, en fait, à chaque fois que le policier va pouvoir verbaliser directement, en fait, il n'y a plus l'intercession d'un juge. Et donc voilà, pour les petites choses, les infractions contraventionnelles, on autorise les policiers à faire ça. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été contraventionnalisées et qui maintenant sont verbalisées par des amendes forfaitaires, donc directement. Et donc ça, il y a des travaux là-dessus, il y a des familles qui sont hyper endettées. Là, ça crée un harcèlement qui a des conséquences pratiques, encore plus que d'être juste de provoquer des interactions qui après vont provoquer des gardes à vue parce qu'il y aura rébellion ou offense à personne dépositaire de l'autorité publique. Là, c'est juste, ça fait des milliers d'euros parce que pour nuisance sonore ou pour des choses comme ça, il y a des amendes forfaitaires. Donc en fait, il y a des façons effectivement là, par certains chercheurs qui documentent ça, c'est qualifié de harcèlement. Et c'est le problème précisément de viser comme ça avec des outils sans tiers en fait, et où l'interaction est là pour présumer des problèmes. Merci beaucoup. Bonsoir, merci beaucoup pour toutes vos interventions, enfin, même si j'ai loupé la première malheureusement. Moi j'avais une question du coup qui me venait de manière très pratique. Aujourd'hui, il y a très peu de collectivités qui demandent des études ou qui font des commandes avec un prisme de genre. Il y a un nombre de collectivités très limité, souvent plutôt à gauche. Comment est-ce qu'on fait pour que ça devienne un vrai sujet politique? Je pense notamment en Amérique du Sud. En Argentine, il y a beaucoup de... En fait, c'est un sujet qui est beaucoup plus discuté, qui est beaucoup plus répandu, qui est beaucoup plus courant. Du coup, est-ce que, première question, on est condamné à essayer de faire de la sensibilisation en permanence? Ou est-ce qu'il y a d'autres modes d'action? Alors, les femmes aujourd'hui sont minoritaires dans les élus qui peuvent commander des études, et notamment dans le milieu de l'urbanisme. Elles sont... Pour le corps d'architecte, je ne sais pas.
Mais pareil, dans l'aménagement, de manière très pratique, le BTP, etc., c'est encore des mondes très masculins qui, du coup, se sentent pas du tout concernés. Donc il y a peut-être des enjeux là, mais du coup, ça serait ma première question. Qu'est-ce qu'on fait plutôt, est-ce qu'on passe notre temps à sensibiliser ou est-ce qu'il y a d'autres leviers d'action? Et puis, deuxième question qui me vient en parlant de l'Amérique latine, c'est assez étonnant parce que j'ai le sentiment que c'est des territoires où la question du genre dans l'architecture, l'aménagement de l'espace public est beaucoup plus courant, que quand la France travaille à l'étranger, par exemple l'Institut Paris Région, qui a récemment terminé un projet justement avec Buenos Aires, en travaillant sur ces questions-là, mais en France, c'est un sujet qui est inaudible. Pareil, quand l'AFD, l'Agence française de développement, va financer des projets en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, il y a toujours cette composante genre qui ressort, qui est indispensable pour mener à bien les projets, pour toucher les financements, etc. Donc c'est l'AFD qui demande ces critères genre dans tous ces projets. Et pourquoi est-ce qu'en France, on n'arrive pas à pousser le sujet? Ou alors, quand on arrive à pousser le sujet, ça va être sur des prismes, avec des biais racistes, avec des biais classistes, et finalement on touche toujours que, grosso modo, aux jeunes hommes des classes populaires qui sont très souvent racisés. Voilà, 2 questions. Ouais, je veux bien commencer à répondre. Ça fait partie de ma mission que je me suis posée de sensibiliser. Donc je passe mon temps, effectivement, à aller de métropole à métropole, à être invitée, à expliquer ce qu'on fait. C'est pour ça que j'essaye d'avoir aussi un discours extrêmement concret. Bon, voilà, j'aimerais bien que de ce discours-là et de cette sensibilisation, ça donne quelque chose. J'y crois, sinon je ne serais pas là, je serais plutôt à la plage avec les copines. Mais c'est long, mais je vois qu'en 6 ans, quand même, depuis que je travaille vraiment à développer ça, ça avance. Ça avance doucement, et des fois, il y a encore un mois, j'aurais dit un backlash, on peut plus. Mais bon, voilà, c'est des choses qui avancent, et c'est vrai que ça ne peut, en tout cas, j'observe que ça n'a pu fonctionner. Les endroits où j'ai pu travailler là, c'est quand il y avait un maire ou une maire extrêmement politisée sur ces questions et sensibilisée, plus que sensibilisée à ces questions-là, qui avait aussi des services d'égalité. J'en parlais moi souvent. C'est les services égalité qui me connaissent. Je suis bien plus connue des services égalité des villes que des services techniques. Et c'est quand il y a en fait un peu cet archipel de le politique, les services aussi, c'est à nous là en tant qu'enseignants de former. Moi, encore il y a 2 semaines, j'étais à l'école d'archi de Nantes, on a fait un workshop, un intensif sur ces questions-là, et le service égalité me disait, mais c'est dingue, vous n'en parlez jamais dans les écoles d'archi? On dit non, là, c'est 1 semaine, et on nous a accordé 1 semaine. Donc, il y a vraiment aussi tout cet écosystème architectural dans lequel on doit toutes et tous œuvrer à monter ce sujet-là. Parce qu'effectivement, sinon, les quelques personnes qui vont passer leur temps à sensibiliser, dont je fais partie, sont absolument épuisés de ça. Donc on doit faire le relais. Voilà, on est ici là ce soir. La semaine dernière, j'étais à l'Association des maires de France. Mais il y avait 10 maires et femmes en face de moi. Mais bon, on va y arriver. Mettez dans les appels d'offres, et aussi à nous de leur donner des outils, parce qu'en fait, elles attendent que les concepteurs leur trouvent des super idées. Je dis, mais si vous, dans l'appel d'offres, vous ne mettez pas que vous avez une attention de genre, ça ne viendra jamais, parce que les concepteurs, que nous sommes 30% de la proportion hommes-femmes à l'ordre des architectes, c'est 30% femmes, 70% hommes. Les concepteurs et conceptrices que nous sommes, nous n'avons pas été formés, donc ils ne vont pas répondre spontanément. Par contre, vous avez un pouvoir de demande politique. Et c'est, en tout cas, moi, je l'ai observé sur ce sujet-là, c'est la première fois. Je travaillais avant et toujours, du coup, sur les questions participatives ou sur les questions de co-conception, où je voyais les architectes qui poussaient les choses. Là, c'est la première fois que je vois le politique un peu plus en avance que nous, concepteurs. Donc, je pense qu'on doit travailler tous. Sinon, effectivement, les quelques personnes en place vont fatigement s'épuiser. Oui, c'est juste un petit ajout, parce qu'un des projets qui circule, c'est la poésie dans le tissu à Sarcelles. Et là, on a été demandé par l'adjointe au maire élu contre la discrimination, le rôle des femmes dans la ville, et la vie des quartiers. Et
je pourrais dire, ils nous ont testé 1 an en disant que là, à Sarcelles, on n'a pas un manque d'intérêt des universités, des structures qui veulent travailler dans le banlieue dangereux, etc., et qui nous ont instrumentalisés pour faire des projets temporaires, etc., et qui prennent notre savoir et qui s'en vont, etc. Et ça reste un enjeu très engagé et on doit se mettre en question en permanence. Et je ne peux pas dire qu'on a réussi. Il y a des projets, ça réussit, et il y a des projets, parce que comme en design, par exemple, on crée des objets relationnels. Et avec ces objets, on commence à travailler, et ce qui sort. Parfois sort aussi le vandalisme, parfois sort l'agression. Mais elle sort, et dès qu'elle sort, on peut y travailler ensemble. Et c'est quelque chose qui est, on peut dire, c'est thérapeutique. Je ne le vois pas comme ça, je ne suis pas le thérapeute, mais c'est un acte précisément de ce que vous venez de dire, de co-créer, construire ce vie démocratique, ce parcours démocratique. Et ça ne se crée pas qu'avec des expressions agréables, par exemple. Mais tout a une histoire. Et il faut comprendre l'histoire. Et parfois, le problème est qu'ils n'ont pas accès à leur histoire. Donc, c'est lieu parce qu'elle s'occupe aussi des mémoires. Mais c'est une personne qui tu es testé en permanence, et ce n'est pas un parcours facile de faire un travail comme ça, parce que parfois, on ne sait pas. Et c'est quelque chose pas facile à admettre. Et nos disciplines sont souvent invitées à savoir et donner une solution. Et ça, c'est pas facile à trouver, comment dire, ce temps, cette confiance, et de trouver des alliances. Et je reviens sur ça, il faut les alliances, même si on n'est pas tous d'accord du même but, mais il faut beaucoup plus s'allier, voilà, autour de ces questions de lutte, pour lutter contre ces injustices. Et on a des instruments, vous êtes aussi, je pense, des étudiants de l'architecture, du design, de création. Nous avons des armes de représentation pour raconter une autre histoire. Et même si on ne sait pas, il faut déjà représenter pour qu'on puisse lutter autour. Ça, c'est la démocratie. Pour moi, c'est précisément... Voilà. Vous connaissez tous ce concept, mais c'est pas l'agonie, c'est l'antagonie. Il faut la dispute. Mais la dispute a besoin des objets autour, et on peut se réunir, et l'espace pour discuter sans que ça ait des conséquences de vie. Et malheureusement, l'atmosphère est venue de plus en plus difficile. On vit une intimidation de chaque jour, surtout la jeunesse, criminalisée, intimidée, psychologisée. Et je fais aussi la pub pour un groupe de lutte qui fait la démocratie. Donc c'est un processus de réapproprier le discours sur les défauts psychiques, en disant que cette société a besoin de se soigner, et c'est les enfants de la 2e génération qui sont en lutte de réapproprier aussi ces discours pour soigner cette société. Voilà, bref. Si je peux ajouter quelque chose, en reprenant la sollicitation d'Antonella à propos de la politique, je voudrais ajouter que, donc, en retournant à m'a beaucoup étonné que j'ai écouté différentes versions de cette conférence de Judith Butler sur le genre Who's Afraid of Gender. Some years ago, il y a quelques années, elle a formulé 2019 les choses dans une manière plutôt sans accent politique très fort, mais en 23, la dernière version de la même conférence, elle a cité plusieurs fois les mots fascisme. Elle a dit il y a a fascist attack.
Et donc, je voudrais ajouter ces backgrounds. L'attaque fasciste, c'est très fort. Elle a cité Hongrie, elle a cité Amérique du Sud, elle a cité Bolsonaro, elle a cité États-Unis, mais je pourrais porter l'exemple. On a cité plusieurs fois ici l'Argentine. J'ai participé l'année dernière à la marche des maires de la place et des grands-mères de la place de Mayo à Buenos Aires. On était peut-être 500 000 personnes là à marcher. Mais quelques mois plus tard, on a Milei comme président de quelqu'un qui a nié même les désaparecidos, qui est sous ce fonds mondial des revanches fascistes. Donc, comment faire face à cela? Parce que ce n'est pas... Justement, je crois qu'en termes de conception, d'idées, de réflexion, il faudrait retourner peut-être à la formulation finale de laisser sur l'œuvre d'art de Benjamin qui parlait de fascisme qui avait esthétisé la politique, et donc il faudrait politiser l'art. En traduisant ça en les termes de notre discussion, on pourrait dire que c'est question de politiser l'esthétique dans le sens de la relation avec l'espace et le temps qu'on utilise dans l'espace urbain. Donc, c'est qu'on pourrait, comment faire face à ce que Louis Mumford a indiqué comme ville hétéro-patriarcale. Et c'est donc entrer dans le niveau infraordinaire qu'on disait, mais de ne perdre jamais dans la politique des petits pas que j'apprécie beaucoup, des relations, des concessions, d'alliances, de participation, de transformation de lieux précis. L'important, c'est de ne perdre jamais la dimension du conflit que ça implique, les conflits très forts et donc le niveau politique que les conflits impliquent. Et donc, ne perdre jamais ça, ça signifie ne se réduire pas à cette idée, comme on dirait, post-critique, que tout cela, c'est seulement un problème de petite amélioration, que ça, c'est l'unique niveau qui compte, etc. Non, je crois que ça, de construire cette empreinte hétéropatriarcale de l'espace vécu, ça signifie se poser la question aussi du niveau plus grand de la critique de l'état des choses existantes. Ouais, voilà, non, mais justement, en période, comme on ouvre une grande parenthèse d'élection en France, voilà, à réfléchir collectivement, voilà. Donc, merci beaucoup aux 4 intervenants, merci beaucoup au public d'avoir été là, merci beaucoup au public qui est sans doute quelque part dans les ondes. Et on se retrouve pour la dernière séance qui est donc le 24 avril. Et justement, comme on a bien envie de questionner encore un terme, ça sera la Méditerranée et la queer city. Donc, voilà. On essaye de se donner ça comme objectif. Merci, bonne soirée.